Bonsoir à tous et merci d'assister à ce webinaire en ligne. Aujourd'hui, on va avoir l'occasion de discuter ensemble et de regarder un petit peu les différentes problématiques de sécurité d'un cluster AKS. Je me présente, mon nom est Maxime Coquerel. Je suis Microsoft MVP sur les technologies Azure. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que sont les Microsoft MVP, ce sont des personnes qui sont vraiment engagées auprès de la communauté Microsoft, que ce soit à travers des conférences ou encore à travers des blog posts, des articles ou des vidéos, par exemple. Ce soir, on fait une première. Cette présentation a lieu en français pour le Toronto Microsoft Reactor. Donc, on est vraiment curieux de connaître vos feedbacks. Si pour vous, c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir des présentations en langue française, surtout à la fin de cette présentation, vous allez voir une enquête pour récolter votre feedback et on est vraiment preneur de ce feedback. À côté de ça, je suis également directeur Cloud Security architecte pour une institution financière ici à Toronto. Et je suis également l'auteur du blog zigmax.net. Donc, je blogue énormément autour des thématiques liées à la sécurité des conteneurs, sécurité des plateformes Kubernetes ou encore Azure Security Center, par exemple. Puis si vous avez la moindre question, vous pouvez me retrouver et me contacter sur mon Twitter, donc @zigmax. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez des questions pendant cette présentation, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Et puis, si vous êtes comme moi, vous allez avoir vos questions une fois que la présentation est terminée. Je vous invite à me contacter soit par mail, soit directement sur mon Twitter. Indiquez-moi que vous avez vu cette présentation et que du coup, vous avez une question par rapport à ce sujet. Si je peux vous aider, je le ferai vraiment avec grand plaisir. Donc, on va commencer par une petite introduction, juste pour reposer les bases. Donc, Azure Kubernetes Services est un service managé par Microsoft, vous permettant de créer ce qu'on appelle un cluster Kubernetes. Alors, pour les personnes qui ne sont pas familiers avec l'écosystème Kubernetes, Kubernetes, c'est un orchestrateur de conteneurs. Donc, Kubernetes est une des solutions proposées par Microsoft, vous permettant de gérer et manager vos différents conteneurs. Bien entendu, ces conteneurs, vous allez stocker leurs images dans un autre composant que l'on nomme Azure Container Registry. Et donc, c'est un autre composant qu'on va voir également ce soir un peu plus en détail. Et enfin, on abordera également un autre composant de sécurité qui se nomme Azure Key Vault, qui va vous permettre de stocker vos certificats, vos secrets, vos passwords directement dans cette voûte de mot de passe, qui est elle aussi un service managé par Microsoft. Donc, on a vu dans cette introduction quel était l'objectif d'un service comme Azure Kubernetes Services, comme AKS. Donc, c'est un orchestrateur de conteneurs. Désormais, on va se plonger un peu plus dans l'architecture de ce service et on va regarder ensemble les différents principaux composants que l'on peut retrouver. Donc, comme vous pouvez le voir sur cet écran, l'architecture d'une solution comme AKS, on peut retrouver deux grandes parties. On peut retrouver ce qu'on appelle le Kubernetes Control. Dans cette partie, vous allez retrouver le master node. Donc, vous pouvez imaginer ça directement au cerveau, à l'orchestrateur en tant que tel, ce qu'on appelle le scheduler de vos conteneurs. Et puis, on va retrouver également ce qu'on appelle des worker nodes. Un worker node, c'est une machine virtuelle qui va s'exécuter dans votre souscription Azure et qui va exécuter vos différents conteneurs. On peut retrouver souvent, on a 3, 6, 12 worker nodes et on a un seul master node. Dans ce cas-là, dans un service managé tel que Azure Kubernetes, le master node va être complètement géré par Microsoft. C'est pour ça qu'on parle d'un service managé, parce que Microsoft
a la responsabilité du masternode. Donc, il va avoir la responsabilité de faire les mises à jour du masternode, de faire donc les mises à jour de sécurité, de s'assurer que votre masternode reste toujours disponible, qu'il soit accessible directement par vos worker nodes. Mais vous, en tant qu'utilisateur, en tant qu'administrateur Azure, vous allez avoir la responsabilité des worker nodes, c'est-à-dire ces machines virtuelles qui vont s'exécuter dans votre souscription à Azure, vous en allez être en partie responsable. Dans ce cas-là, on parle d'un service managé, mais vous avez quand même une part de responsabilité. Et ça, c'est vraiment important de se rappeler que vous allez en être responsable. Je vous donne un petit exemple. Le jour où vous allez vouloir mettre à jour votre plateforme, votre service Azure Kubernetes, Microsoft va pousser des mises à jour de sécurité sur vos worker nodes, mais vous, en tant qu'administrateur de la plateforme Azure, vous allez avoir la responsabilité de, par exemple, redémarrer ces worker nodes afin que les mises à jour de sécurité s'appliquent. Donc ça, c'est un concept que je voulais vraiment prendre le temps de vous expliquer ça. C'est pas parce qu'on parle de quelque chose qui est managé par Microsoft que vous n'avez rien à faire. Vous avez toujours une part de responsabilité. Également, au sein d'un worker node, on va retrouver deux principaux composants, le kubelet. Donc le kubelet, son rôle, c'est faire l'interaction entre l'API server, donc, qui est au niveau du master node géré par Microsoft, et votre worker node. Donc le kubelet va faire cette interface-là. Et on va retrouver un deuxième composant qui est assez important, qui se nomme le kube proxy. Ce composant-là va vous permettre de vous interfacer avec ce que j'appelle le monde extérieur. C'est-à-dire, vous allez déployer un conteneur, par exemple une application web au sein d'un worker node. Si vous voulez que ce conteneur soit exposé à l'extérieur de ce worker node, c'est-à-dire qu'il soit accessible depuis Internet ou depuis d'autres ressources de votre souscription Azure, les communications vont arriver directement sur le kube proxy et du kube proxy, ça va forwarder le trafic directement sur vos conteneurs. Une autre pièce qui est vraiment importante et puis quelque chose que je tiens à vous souligner, c'est que vous pouvez avoir plusieurs types de worker nodes. Vous pouvez avoir des worker nodes qui exécutent des conteneurs Linux, donc ça va être vraiment des machines virtuelles s'exécutant avec l'environnement Ubuntu, ou alors vous allez pouvoir exécuter des conteneurs Windows, donc avec des machines virtuelles exécutant Windows Server 2019. Donc vous pouvez voir que là, on a déjà deux grands types de worker nodes, donc des conteneurs Linux ou des conteneurs Windows. Après, vous allez voir qu'il peut être vraiment intéressant d'avoir ce qu'on appelle un concept de worker node dynamique. Je m'explique. Vous n'avez pas forcément un grand intérêt d'avoir 4, 5, 6, voire même plus worker nodes, si en réalité ces worker nodes ne sont pas exploités à 100% en permanence. Pourquoi? Parce que simplement, vous allez payer dans le vide pour des machines virtuelles qui ne sont pas complètement exploitées. Donc, pour remédier à cette problématique-là, Microsoft a sorti dans un premier temps un concept qui s'appelle le VMSS, qui va vous permettre en fait de faire de ce qu'on appelle de l'autoscaling de worker node, c'est-à-dire quand vos conteneurs et vos workloads vont commencer à monter en charge, vous allez rajouter dynamiquement des nouveaux worker nodes dans ce pool de machines. Et bien entendu, vous allez également avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que quand vos worker nodes, vous allez avoir moins de workload, vous allez avoir moins de trafic, moins de ressources qui vont être consommées, vous allez avoir des machines qui vont s'auto-supprimer toutes seules. L'objectif, c'est toujours de payer pour ce qu'on consomme, essentiellement. Ça, c'est vraiment la clé, et d'avoir quelque chose de dynamique. Donc, avec Kubernetes et avec un service managé comme Azure Kubernetes Services, c'est quelque chose que vous allez pouvoir réaliser et penser. Mais ces concepts
VMSS, donc d'autoscaling. Ce sont des choses qu'il faut vraiment penser. Je vous invite à penser ça vraiment en amont, quand vous êtes dans la phase architecture de votre solution. Pas une fois que vous avez les mains dans le code à essayer de déployer votre cluster AKS et faire des modifications. Je vous recommande vraiment de prendre du temps pour penser ça en amont. Et puis, récemment, Microsoft a introduit un nouveau concept, on appelle des spot instances. Ce sont des machines qui peuvent être éteintes par Microsoft, quasiment sans vous demander la permission. Mais du coup, ce sont des machines en fait qui sont souvent issues de surplus, c'est-à-dire ils ont leur infrastructure et il y a peut-être je sais pas moi, 20-30% de l'infrastructure qui n'est pas utilisée. Et pour vous inciter à utiliser ces machines-là, en fait, ils vont vous vendre de la ressource à rabais, avec un discount. Et donc, dans ce cas-là, on parle de spot instance. J'ai écrit un article sur mon blog à ce sujet-là. Je vous invite à le consulter. Et donc, ça va vous permettre de mettre des workloads, c'est-à-dire de faire tourner des conteneurs sur ces machines-là, qui ne sont pas forcément critiques, qui ne sont pas forcément critiques parce que la machine pourrait être stoppée à n'importe quel moment. Mais l'intérêt d'une solution comme AKS, c'est que vous avez, donc c'est une solution qui fonctionne avec un ordonnanceur, ce qu'on appelle avec le scheduler, qui va vous permettre de passer les conteneurs d'une machine à l'autre. Donc, vous allez pouvoir, et je vous recommande de regarder un petit peu dans cette direction-là, d'utiliser ce qu'on appelle des spot instances, qui vont vous coûter entre 20, 30%, 40% maximum du prix d'une instance, classique. Donc en termes d'optimisation de coûts, c'est vraiment quelque chose qui est super important, surtout si vous créez des clusters AKS, que ce soit pour des usages de tests, de démos, où vous n'avez pas forcément des clusters de production, l'option Spot Instance, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de regarder. Donc là, je pense que vous avez à peu près à haut niveau une vision à peu près de l'architecture du service Azure Kubernetes. Donc pour faire un léger rappel, et ce qui est important de se souvenir, c'est qu'on a vraiment deux gros composants principaux. Nous avons le masternode avec l'API server, le scheduler. Ça, c'est vraiment, vous pouvez imaginer ça comme le cerveau de votre plateforme Kubernetes. Et à côté de ça, on a ce qu'on appelle des worker nodes. Donc, ce sont les machines qui vont exécuter les conteneurs. Et on a deux grands types de worker nodes. On a des worker nodes Linux pour exécuter des conteneurs Linux, ou encore on peut avoir des worker nodes Windows pour exécuter des conteneurs Windows. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Le premier challenge de sécurité quand on déploie une solution telle que Azure Kubernetes Services, on a bien vu tout à l'heure qu'on avait donc notre masternode et nos worker nodes. Nos worker nodes vont vouloir accéder à travers le kubelet directement à l'API server, parce que l'API server, c'est vraiment le cerveau, le centre de contrôle de notre solution Kubernetes. Et pour accéder à cet API server, si vous déployez un cluster Kubernetes par défaut, n'importe qui, connaissant l'adresse de votre API server et bien entendu les paramètres d'authentification, peut accéder à votre API server. L'API server, on va dire que l'API server est exposé publiquement. Donc ma première recommandation de sécurité, c'est restreindre l'accès à l'API server. Parce que bien entendu, vous vous en doutez, si quelqu'un arrive à accéder à votre API server, il accède donc bien entendu au cerveau de votre plateforme Kubernetes, et depuis l'API server, il peut être capable de supprimer des déploiements de conteneurs, de recréer des nouveaux conteneurs, d'accéder à des informations sensibles qui sont issues et stockées directement sur vos worker nodes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va déployer un Azure Firewall qui va nous permettre de restreindre le trafic venant du worker node
donc du trafic sortant du worker node qui essaye d'accéder à l'API serveur. Donc on va restreindre le trafic, donc on va forcer le worker node à aller sur Internet à travers notre Azure Firewall, et de notre Azure Firewall, on va aller accéder directement à l'API serveur. Et ce qu'on va faire au niveau de l'API serveur, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle du API whitelisting, c'est-à-dire qu'on va autoriser à recevoir uniquement les communications venant de notre Azure Firewall. Sur notre Azure Firewall, nous avons une adresse IP publique, donc pour le trafic sortant, et c'est cette adresse IP publique-là que l'on va whitelister, donc que l'on va autoriser au niveau de l'API serveur. Donc ça, c'est la première mesure de sécurité quand vous allez faire l'architecture de votre cluster Kubernetes que je vous invite à prendre en compte. Bien entendu, il se peut que vous allez avoir une équipe sécurité en interne, là où vous travaillez, là où vous opérez, qui va vous dire non, Maxime, là, ton idée de rediriger tout le trafic à travers un Azure Firewall, et puis après ça, d'avoir toujours un API serveur qui est exposé publiquement sur Internet, même si on a de l'authentification, même si on a du whitelisting, comme ce qu'on a vu auparavant. En termes de requis de sécurité, pour nous, c'est toujours un risque qu'on ait une mauvaise configuration, qu'on ait quelque chose qui se passe. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment isoler complètement à 100% le trafic entre nos worker nodes et notre API serveur. Et on ne veut pas que quelqu'un de l'extérieur puisse essayer de faire des tentatives d'accès à notre API serveur. Dans ce cas-là, Microsoft a sorti donc, ce qu'on appelle une version de AKS, de Azure Kubernetes Services, qui se nomme Private Cluster, donc cluster privé. Et avec l'aide d'un Private Endpoint, on va pouvoir créer donc un Private Endpoint. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce topic, vous pouvez imaginer ça comme un tunnel, comme si c'était une connexion directe entre votre virtual network, sur lequel, donc votre réseau virtuel, sur lequel sont connectés vos worker nodes et l'API server. Et donc, entre cette connexion, entre le VNet et l'API server, on peut imaginer ça comme un tunnel, une connexion directe qui passe au travers du backbone Microsoft, qui ne va pas directement sur Internet. Et donc, on a vraiment une connexion qui est complètement isolée et personne d'autre ne peut altérer cette connexion. Donc, dans ce cas-là, vous avez un API server qui va être complètement privé. Tout à l'heure, je ne vous ai peut-être pas précisé, mais ce qui était vraiment important de comprendre, c'est que les worker nodes s'exécutent dans votre souscription Azure. Mais le master node, le cerveau de Kubernetes, s'exécute dans une souscription qui est complètement gérée par Microsoft. Vous n'avez pas accès au master node en tant que tel. Vous ne pouvez pas voir les machines virtuelles qui exécutent le master node et l'API server. Cette partie-là, c'est vraiment complètement géré par Microsoft parce qu'on est dans un service qui est un service managé. Vous, votre responsabilité, c'est uniquement au niveau des worker nodes. Et donc, avec Private Endpoint et avec la fonctionnalité donc, de ce qu'on appelle de EKS Private Cluster, on va vraiment avoir un tunnel qui va nous permettre d'isoler les communications entre les worker nodes et l'API server. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant si vous voulez avoir quelque chose de 100% hermétique. Mais bien entendu, ça, c'est quelque chose qui se pense au niveau de la phase d'architecture. Vous n'allez pas déployer un cluster AKS avec la méthode précédente que je vous ai montrée, avec le Azure Firewall, etc. Puis après, vous dire, ah là là, non, finalement, nous, ce qu'on veut, c'est un private cluster. Il y a des retours en arrière qui ne sont pas toujours possibles. Et puis, vous êtes chanceux au Canada. Si vous déployez vos ressources au Canada, dans la région Canada centrale, vous pouvez créer des Azure Kubernetes Services Private Cluster et donc avoir cette connexion complètement sécurisée et hermétique. Donc désormais, on va parler un petit peu plus du cluster AKS en tant que tel. Un autre composant qui est vraiment important à prendre en compte quand vous faites l'architecture
de sécurité d'une solution telle que AKS, c'est penser à la gestion RBAC. Donc RBAC qui est le Role-Based Access Control, qui est la gestion des utilisateurs qui vont interagir avec l'API Server. Donc ça peut être vos équipes d'engineering, ça peut être vos développeurs, qui vont avoir des rôles et des permissions afin de déployer vos conteneurs directement au sein de votre service, de votre plateforme AKS. Donc, vous allez avoir la possibilité de créer ce qu'on appelle des custom roles, donc des rôles qui sont vraiment sur mesure, et vous allez pouvoir donner et gérer les droits pour dire cette équipe d'engineering, elle a le droit de déployer ses conteneurs uniquement dans ce namespace-là, telle autre équipe dans cet autre namespace, et vous allez pouvoir faire une ségrégation logique de vos accès. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept de namespace, qu'est-ce qu'un namespace dans le monde Kubernetes? Vous pouvez imaginer ça comme une sorte de répertoire virtuel dans lequel vont s'exécuter, dans lequel vous allez retrouver vos conteneurs, vous allez retrouver la configuration de vos conteneurs, donc leur déploiement, les ressources, etc. Vous pouvez imaginer ça de cette façon-là. J'essaie de faire des parallèles un peu concrets. Si vous trouvez, n'hésitez pas à me donner du feedback si vous trouvez qu'ils ne sont pas toujours pertinents. Et donc, sur ces fameux namespaces, vous allez pouvoir définir des permissions pour telle équipe. Ça, c'est aussi quelque chose que je vous invite à penser dans la phase d'architecture de votre solution. Parce qu'au final, je peux vous faire un petit retour d'expérience. Ça fait à peu près un peu plus de 3 ans que je joue avec le service Azure Kubernetes, Services AKS, et je me rappelle dans nos premières itérations, on avait déployé rapidement un cluster AKS, puis on avait commencé à donner des droits à une équipe, puis une autre équipe, et puis finalement, après quelques mois, on se retrouve, tout le monde se retrouve avec des droits vraiment étendus au sein du cluster. C'est super compliqué de revenir en arrière pour dire à ces équipes-là, non, finalement, vous n'avez plus le droit de déployer dans tel namespace. Et puis, vous avez des namespaces qui sont assez critiques, qui sont déployés par défaut quand vous créez votre plateforme AKS. Des namespaces comme kubesystem, par exemple, où vous allez avoir vraiment des composants propres au bon fonctionnement du cluster Kubernetes qui vont se déployer. Et vous souhaitez pas que vous ayez un développeur ou quelqu'un de l'équipe d'engineering qui commence à regarder ces composants-là, à déployer des ressources dans ce namespace kubesystem et commencer à altérer au bon fonctionnement de votre cluster Kubernetes. Donc, d'où l'intérêt de mettre en place ce qu'on appelle cette segmentation de droits avec l'aide de RBAC. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que Microsoft propose une intégration directement avec Azure Active Directory. Donc, vous allez pouvoir utiliser votre identité Azure Active Directory pour interagir directement avec le cluster. Ça, c'est des fonctionnalités. Il y a encore quelques années, ce n'était pas du tout en place. On est obligé de gérer des comptes utilisateurs directement au sein du cluster Kubernetes. Et puis, ça devenait un calvaire à gérer. Donc ça, c'est un petit peu ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc l'intégration, Azure RBAC for Kubernetes Authorization, c'est vraiment la partie avec l'intégration de l'Active Directory, des rôles RBAC. Donc vous allez pouvoir directement depuis la plateforme Azure définir des rôles pour dire ce groupe d'utilisateurs-là, nous, on lui autorise qu'un accès en lecture sur le cluster Kubernetes, ou on lui autorise un rôle qui va plus être un rôle d'écriture. Donc là, vous pouvez retrouver à l'écran les différents rôles que vous avez qui sont déjà créés par défaut. Donc, vous avez le rôle Azure Kubernetes Services RBAC Viewer. Donc, c'est vraiment un rôle en read-only. Ça, c'est vraiment aussi des choses en termes de sécurité. Moi, je vous invite toujours à essayer de suivre le principe de ce qu'on appelle least privilege, c'est d'avoir finalement uniquement les privilèges
pour notre secteur d'activité. C'est pas parce que vous avez un manager au-dessus de vous qui doit forcément avoir les credentials admin du cluster Kubernetes. Il a peut-être juste besoin d'avoir juste un rôle en viewer s'il doit regarder ce qui se passe. Mais c'est peut-être vraiment votre équipe d'opération qui a besoin d'avoir ces permissions avancées. Et puis, la permission suprême, le super user, c'est vraiment d'avoir la permission Airbag Cluster Admin. Avec ça, vous pouvez tout faire. Donc, vous pouvez détruire le cluster, vous pouvez reconfigurer le cluster, vous pouvez tout faire. Et ça, c'est vraiment une permission où je vous invite d'avoir peut-être que 1 ou 2 utilisateurs dans votre organisation qui ont ce pouvoir-là et que ce soit vraiment un rôle qui soit pas utilisé avec des comptes qu'on utilise tous les jours parce que c'est tellement facile de faire une mauvaise configuration et d'altérer au bon fonctionnement de votre cluster Kubernetes. Donc, je voulais vraiment attirer votre attention sur ce point-là. Et puis, tout à l'heure, je vous ai fait un petit peu une mise en bouche quand je vous ai dit, vous avez des responsabilités. Oui, en tant qu'administrateur d'un cluster Kubernetes, Microsoft va pousser et va installer les updates de sécurité pour vous sur vos worker nodes, mais personne ne va redémarrer les machines virtuelles à votre place pour que les mises à jour soient appliquées. Et ça, c'est vraiment votre responsabilité de faire ça. Et donc, comme bien entendu, vous avez des conteneurs qui s'exécutent sur ces machines virtuelles, vous ne pouvez pas faire un redémarrage brutal de la machine parce que sinon, vous allez altérer au bon fonctionnement de vos applications s'exécutant sur ces machines. Donc, il y a un projet open source qui se nomme KuRD pour Kubernetes Reboot Daemon qui va vous permettre en fait de faire ce qu'on appelle un drainage de l'host de la machine que vous souhaitez mettre à jour, c'est-à-dire on va prendre les conteneurs, on va les déplacer sur une autre machine, on va valider qu'ils fonctionnent bien. Une fois que la validation est faite, la machine qui est donc la machine qui est désormais la machine où une machine vide où il n'y a plus de conteneurs qui s'exécutent va redémarrer. Une fois que le redémarrage va se faire et que la machine se retrouve dans un état de bon fonctionnement au sein du cluster Kubernetes, vous allez avoir l'effet inverse qui va se passer, c'est-à-dire les conteneurs que vous avez déplacés sur une autre machine vont rebasculer sur la première machine et vous allez pouvoir faire ça ainsi de suite afin de mettre à jour progressivement toutes les machines de votre cluster. Donc ça, c'est vraiment une bonne pratique de sécurité et une bonne solution avec KuRD pour vos équipes d'exploitation et d'opération. Enfin, quand vous déployez un cluster Kubernetes, vous avez la possibilité d'avoir un tableau de bord, donc un dashboard qui va vous permettre de faire des actions directement depuis l'interface. Depuis une interface graphique, en fait, depuis une page web. En termes de sécurité, moi, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de désactiver. Quand vous devez interagir avec votre cluster Kubernetes, je vous recommande de faire ça depuis un bastion, depuis un jump point, donc cette machine virtuelle sur laquelle vous allez installer l'outil kubectl qui va vous permettre d'interagir en ligne de commande uniquement avec le dashboard. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous donner un exemple tout à fait concret. C'est super simple de publier le dashboard comme ça et puis de se dire oh, on va exposer le dashboard. Puis un jour, vous allez avoir une mauvaise configuration et vous allez vous rendre compte que votre dashboard est directement exposé sur Internet et que vous avez des personnes qui se servent de votre cluster Kubernetes pour, par exemple, faire du mining pour miner des bitcoins ou modifier vos configurations ou altérer aux configurations de votre dashboard, de votre cluster Kubernetes. Donc, c'est toujours dans l'idée, on réduit le scope et on expose simplement le juste minimum. Et puis, toutes les opérations qui se font graphiquement, vous pouvez les faire avec l'outil kubectl. Vous pouvez les automatiser avec des scripts, que ce soit des scripts batch, Ansible. Tout ça, ça s'automatise et c'est vraiment une bonne pratique à adopter. Et je vous invite vraiment à aller dans cette direction-là. Et
oublier les clics, 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 clics dans une interface. Hein. Ça, je fais un petit parallèle rapidement. C'est comme quand vous déployez vos ressources dans Azure. L'objectif, c'est d'avoir des choses qui se déploient de façon automatisée. Donc pour ça, vous pouvez utiliser des templates ARM ou vous pouvez utiliser des solutions comme Terraform pour faire ce qu'on appelle de l'infrastructure as code. Mais aller faire des clics à tout va dans une interface, c'est plus vraiment quelque chose qui se fait parce que c'est pas quelque chose qui est répétable en fait. L'objectif, c'est de vous dire que votre cluster, vous allez pouvoir le détruire et puis demain matin le reconstruire et il va être dans le même état et toujours avec la même configuration. Si vous faites ça manuellement avec des clics, vous allez peut-être oublier une étape, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui sera jamais dans le même état que l'état que vous connaissez en fait. Et puis c'est un autre exemple qui est super intéressant avec cette partie d'infrastructure as code et d'automatisation de déploiement, c'est que vous allez avoir vos clusters de production, mais vous allez vouloir monter sûrement des environnements inférieurs, c'est-à-dire des environnements d'engineering, des environnements de tests de pré-production, et vous allez vouloir avoir un réplica à l'identique de votre environnement de production dans des environnements de pré-production afin de pouvoir tester vos nouveaux déploiements, tester vos nouvelles recettes, par exemple. Ça, c'est des choses, une fois que vous avez votre code qui est fait, donc dans ce cas-là, je parle d'infrastructure as code, vous allez pouvoir juste réexécuter ce code-là et recréer des clusters Kubernetes à la volée. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'également d'intéressant à regarder. Et je vous invite fortement à regarder cette partie-là d'automatisation. Désormais, on va parler un peu plus des pods Kubernetes. Donc, on est parti de l'architecture, on a parlé un petit peu du cluster, et là, on va parler des pods, donc c'est-à-dire des conteneurs en soi. Et donc, ces conteneurs qui s'exécutent dans votre cluster, vous allez avoir plusieurs équipes, c'est-à-dire vous allez avoir votre équipe d'engineering, vous allez avoir vos équipes de développeurs qui vont déployer des conteneurs au sein du même cluster le plus souvent. Oui, vous allez appliquer une segmentation à travers des namespaces, puis vous allez appliquer donc du airbag, du role-based access control pour manager les permissions. Mais vous avez une autre problématique, c'est que si vous avez des conteneurs, ce qu'on appelle des conteneurs à privilèges qui s'exécutent directement sur votre worker node, ce conteneur-là, ce conteneur à privilège, il va pouvoir accéder directement à ce qu'on appelle au worker node, donc à la machine worker node. Et si un conteneur arrive à accéder directement au worker node, c'est-à-dire au file system du worker node, par exemple, une fois que vous avez accès au worker node, vous avez accès aux différents autres conteneurs qui s'exécutent sur ce worker node-là. Et donc, dans ce cas-là, vous cassez l'isolation que vous avez mis en place entre vos différentes équipes. Et donc, pour protéger les différents contextes d'exécution de vos conteneurs, Microsoft vous proposez d'utiliser une fonctionnalité propre au monde Kubernetes qui se nomme les Pod Security Policy, donc PSP, qui vous permettait de prévenir l'exécution de conteneurs à privilèges ou encore de prévenir le montage de volume au sein d'un conteneur. Par exemple, vous pouvez refuser le montage d'un volume qui est sur le worker node. Par exemple, vous n'allez pas autoriser qu'on monte /etc, par exemple, de votre worker node parce que depuis votre container, vous allez avoir un accès directement à ce volume-là, voir toutes les configurations, vous allez avoir accès à de l'information sensible. C'est vraiment des choses que vous ne voulez absolument pas faire. Et donc, il y avait cette solution Pod Security Policy. Donc, c'est une solution qui marchait plutôt bien. Mais dans le monde Kubernetes, cette solution-là, elle n'est jamais passée au stade de GA, de General Availability. Elle est toujours restée en preview. Et donc, finalement, il y a un comité qui a décidé de déprécier cette feature, que cette fonctionnalité de sécurité pouvait être dépréciée parce qu'elle pouvait être complexe, enfin, je ne peux pas dire complexe à gérer, mais cette fonctionnalité a été dépréciée pour être remplacée par ce qu'on appelle des policies. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec le monde des Azure Policy.
donc qui vont vous permettre en fait d'appliquer des comportements au sein, ce qu'on appelle en anglais, en fait, pour tout vous dire, en anglais, on parle de enforce. On va enforcer des contrôles de sécurité bien précis sur des ressources Azure. Et ben, on peut faire à peu près la même chose au sein de votre cluster AKS avec ce qu'on appelle avec des policies. Donc, derrière, il y a une solution open source qui s'appelle OPA qui va vous permettre de créer des policies et donc d'appliquer ces politiques directement au sein de votre cluster AKS. Et donc, vous allez pouvoir créer une politique qui va interdire l'exécution de conteneurs à privilège, par exemple. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on supprime la partie PSP, mais d'un autre côté, on compense ces fonctionnalités de sécurité-là avec des politiques de sécurité. Donc, vous pouvez regarder OPA Gatekeeper. Je vous invite vraiment à regarder. C'est un sujet qui est passionnant. Vous allez pouvoir créer ces politiques-là et les appliquer directement au sein de votre cluster Kubernetes. Pour vous donner un petit peu plus de contexte là-dessus, historiquement, c'était quand même quelque chose, déployer OPA Gatekeeper au sein de votre cluster AKS, créer vous-même des politiques, c'était quelque chose qui était quand même, qui vous demandait quand même un certain effort, qui n'était pas toujours forcément supporté dans tous les cas par Microsoft. Donc, Microsoft a créé donc une solution qui s'appelle Azure Policy pour Kubernetes. Et en fait, ils ont leur propre agent OPA qui va s'exécuter directement au sein du cluster AKS. Et vous, en fait, vous allez définir vos policies, vos politiques, directement comme si vous définissiez des politiques Azure Policy, en fait, des Azure Policy, mais dans ce cas-là, pour votre cluster AKS. Et donc, bien entendu, toutes les fonctionnalités de sécurité qui étaient proposées par les Pod Security Policy, par les PSP, sont compensées avec ces politiques de sécurité qui sont faites, donc c'est Azure Policy pour AKS. Désormais, on a vu un petit peu l'architecture, on a parlé un peu du cluster en détail, mais une partie qui est vraiment intéressante, c'est comment on va pouvoir intégrer notre cluster AKS avec Azure Security Center. Parce que dans Azure Security Center, pour les personnes qui ne sont pas familiers, on a un composant qui était historiquement appelé Threat Protection, qui désormais a été, depuis Microsoft Ignite, a été renommé en Azure Defender, qui va vous permettre de détecter des anomalies de sécurité au sein de votre cluster AKS. J'entends par là, derrière ça, il y a un moteur de corrélation qui va regarder un peu tous les comportements qui se passent dans votre cluster AKS et qui va vous permettre de vous dire, attention, là, Maxime, tu as ton Kubernetes dashboard qui est directement exposé sur Internet. Ouh là là, ça, c'est une alerte de sécurité. Et donc, ce Azure Defender, ce moteur-là, va vous permettre de générer ces alertes de sécurité. Et donc, vous pouvez voir là, le coût est quand même assez faible. Pour un cluster Kubernetes, ça coûte $2 par corps de VM et par mois. Donc, ça peut vous paraître encore un peu abstrait, mais je vais vous montrer en live ce que ça donne. Donc, ça vous permet d'avoir des alertes de sécurité. Comme ma première alerte, j'avais dans mon cluster AKS DemoMax un conteneur qui s'exécutait avec des privilèges. Donc, c'était un conteneur qui était sensible. Pourquoi il s'exécutait avec des privilèges? Parce qu'en fait, ce conteneur-là avait directement un point de montage qui était directement au sein de mon cluster, au sein de mon worker node. Et donc, avec un conteneur qui s'exécute avec des privilèges, c'est un peu comme si, pour vous faire un parallèle, c'est un peu comme si vous roulez une commande sudo en fait. Vous avez directement accès aux infos, vous avez comme un accès root en fait. Vous pouvez avoir un accès comme un accès root en fait directement sur le worker node depuis ce conteneur à privilège. Donc en termes de sécurité, c'est quand même un gros risque en fait d'avoir ça. Mais on va passer vraiment à quelque chose d'un petit peu plus concret. Je vais vous montrer en live ce que ça donne.
OK, donc je suis ici, j'ai préalablement déployé un cluster Kubernetes. Si vous ne savez pas comment faire ça, je vous invite à checker sur mon blog zigmax.net. Donc j'ai vraiment écrit un article en détail même plusieurs articles qui vont vous expliquer comment déployer un cluster pas à pas, vraiment step par step. Donc, dans Azure Security Center, vous pouvez voir que l'interface a changé. Depuis la semaine dernière, désormais, on a une interface qui est un peu plus moderne depuis Microsoft Ignite. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. J'ai une souscription Azure et donc vous pouvez voir que ma souscription, elle est complètement couverte, c'est-à-dire que je vais être capable de détecter des alertes de sécurité pour mon cluster Kubernetes, mais également je vais pouvoir détecter des alertes de sécurité pour mes comptes de stockage, mes storage accounts, pour ce qui se passe dans Key Vault. Et un autre point important, je vais pouvoir utiliser Azure Security Center, donc le Azure Defender, ce module-là, pour scanner les images de mes conteneurs. Parce qu'en fait, on reviendra après sur cette partie en détail, je vous expliquerai un petit peu plus en détail cette partie-là. Donc ici, j'ai déployé un cluster Kubernetes et on peut voir que j'ai bien mon plan qui est sur on, donc mon Azure Defender plan pour Kubernetes qui est activé. Donc désormais, je peux détecter des alertes de sécurité pour mon cluster Kubernetes. Là, j'attends la première question où vous allez me dire, oui, mais Maxime, des alertes de sécurité, qui c'est qui les crée ces alertes? C'est moi, qui c'est qui les crée? Est-ce que je peux créer des alertes customisées, etc. Donc, ce sont des alertes qui sont déjà créées par Microsoft. Donc, au total, je pense sur l'ensemble des services, il y a une centaine d'alertes qui adressent les principaux cas et mauvaises configurations de sécurité qu'on peut retrouver au sein d'un cluster Kubernetes. Donc, moi, ce que je vais vous montrer en détail, c'est que là, on peut voir que sur mon Azure Defender, j'avais une alerte de sécurité le dimanche 20, et puis j'ai une autre alerte le 29 septembre. Donc, si je regarde en détail mes alertes, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, on peut voir que j'ai bien entendu une registrie Azure, une registrie pour mes images. Et on peut voir que j'ai donc un cluster Kubernetes qui est là, et là, donc ma registrie, et que j'ai 3 comptes de stockage dans ma souscription. Donc là, on pouvait voir donc ce qu'on appelle le coverage, en fait, qu'est-ce qui est couvert ou non. Et donc là, on peut voir que j'ai 2 alertes de sécurité. La première alerte de sécurité que j'ai eue, c'était dans un de mes comptes de stockage, j'ai quelqu'un qui a uploadé un malware. Bon, c'est quelque chose qui peut arriver. Puis bon, souvent vous voulez être notifié parce que si c'est un ransomware, si c'est un ransomware qui a été uploadé, avant que ça commence à se propager partout, vous allez vouloir être proactif et être notifié. Et si on regarde ma deuxième alerte, j'ai un conteneur qui a monté un volume sensible. Mais qu'est-ce que ça veut dire en détail? Donc, si on regarde ça, on peut voir que j'ai un conteneur. Donc, on peut voir la description de mon alerte, ça c'est vérité. Et si on regarde vraiment en détail, on voit que la ressource qui a été attaquée, c'est mon cluster AKS Maxime, que ça s'est passé donc le 30 septembre à minuit 50. En fait, non, je vous dis une bêtise, ça s'est passé à midi 50, excusez-moi. Donc là, on peut voir que on peut voir la description de l'alerte. Donc, il y a une analyse qui s'est faite sur les logs de mon cluster Kubernetes et on a détecté un conteneur qui avait monté un volume sensible. Qu'est-ce qu'on entend par un volume sensible? On entend un volume, dans ce cas-là, qui peut être directement le file system, un point de montage du file system du worker node. Donc ici, si on regarde en détail l'alerte, on a notre conteneur qui s'appelle Attacker Pod. Donc ça, c'était le conteneur qui s'exécutait au sein de mon cluster Kubernetes. Et on peut voir que le point de montage qui a été fait, c'est directement /. C'est-à-dire, c'est tout le file system
du worker node qui a été monté dans ce conteneur. C'est-à-dire que quelqu'un qui accède et qui est capable de compromettre ce conteneur est capable d'accéder à l'ensemble du file system du worker node qui exécute l'ensemble des conteneurs. Donc dans ce cas-là, avec une alerte comme ça, on a vraiment l'isolation entre nos conteneurs qui est complètement rompue. Et donc, si vous êtes capable d'accéder au file system, donc au système de fichiers de votre worker node, vous êtes capable d'accéder au contenu des autres conteneurs. Vous allez être capable de faire un dump de la mémoire du worker node et vous allez donc avoir tous les contextes, donc tous les contextes mémoire des différents conteneurs qui s'exécutent. En gros, vous êtes root, quoi, finalement. Puis pour casser le cluster, c'est génial. Et puis, il y a, si vous êtes un peu malin et que vous avez un esprit d'attaquant, une fois que vous accédez au conteneur, au file system du worker node, vous avez également toute la configuration du kubelet et toute la configuration liée à l'environnement Kubernetes. Donc pour faire les interactions avec l'API master, donc vous avez des certificats. Et vous avez également un fichier qui est super intéressant, qui est dans le répertoire etcd Kubernetes, qui s'appelle azure.json. Et donc, dans ce fichier-là, vous allez retrouver en texte clair le service principal, donc l'identifiant et le mot de passe du service principal qui vous a aidé, qui a été utilisé pour déployer ce cluster AKS. Donc, une fois que vous avez ce service principal-là, et l'ID et le password, vous pouvez supprimer le cluster, recréer des nouvelles machines. Vous pouvez faire une quantité d'actions, en fait, comme si vous étiez la personne, en fait, l'identité qui a déployé ce cluster Kubernetes. Donc, c'est vraiment assez sensible. J'ai écrit un article sur mon blog à ce sujet et je vous invite vraiment à regarder et puis à lire ça. Et donc, bien entendu, vu que je vous ai expliqué cette vulnérabilité-là, pour la remédier, en fait, pour la supprimer, pour retirer donc le service principal stocké en texte clair dans ce fichier de configuration-là, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des Manage Identity. J'ai aussi écrit un article là-dessus. Avec ces Manage Identity, en fait, vous allez supprimer, quand vous allez déployer votre cluster, vous allez plus avoir besoin d'un service principal. En fait, c'est vraiment une identité managée qui est inscrite directement au sein de votre Azure Active Directory, qui va être utilisée pour déployer les différentes ressources là. Et donc, dans ce cas-là, vous limitez votre surface d'attaque, surtout si, comme dans mon exemple, vous avez eu un conteneur avec des privilèges et surtout qui a monté un volume du worker node. Donc, il a monté directement le file system du worker node. Hein, là, avec ce qu'on voit là, directement /, c'est l'ensemble du file system. Si vous avez un jour quelque chose comme ça dans un nouveau cluster de production, vous avez des sérieuses questions à vous poser sur l'intégrité de votre cluster AKS. Tout à l'heure, je vous ai parlé, et puis je vais faire un parallèle, je vous ai parlé de Azure Container Registry, donc, qui est un service managé par Microsoft qui va vous permettre de stocker les images de vos conteneurs. Donc ça, c'est une chose de stocker les images de vos conteneurs. Mais d'un point de vue sécurité, vous allez vouloir les scanner. Pourquoi les scanner? Parce que vous allez simplement vouloir connaître les vulnérabilités qui sont dans ces images. Et donc, pour faciliter cette intégration, Microsoft, quand vous activez Azure Defender pour le Container Registry, Microsoft va vous permettre et vous donne l'accès à cette fonctionnalité de scan. Et donc, vous allez pouvoir voir les images que vous avez dans votre registre de conteneurs, dans votre registry de conteneurs, et vous allez surtout pouvoir voir en fait les vulnérabilités qui sont associées à ces images. Et donc, c'est ça la partie super intéressante parce que dans ce cas-là, vous n'êtes plus obligé d'aller acheter une solution tierce pour scanner vos conteneurs. Il y a des solutions sur le marché telles que Aqua Security, Twistlock par exemple, ou encore il y a des produits open source qui vont vous permettre de scanner vos images de conteneurs. Mais là, l'intérêt, c'est que vous avez tout inclus dans Azure Security Center. Donc, je vais vous montrer ça en détail.
Alors, j'ai ça dans mes recommandations. Tac, tac, tac. Donc là, on peut voir mes différentes recommandations. Et là, on peut voir Remediate Vulnerability. Et là, on peut voir Vulnérabilité dans Azure Container Registry, les images qui doivent être remédiées. Donc, on peut voir que le partenaire qui a fait le scan, c'est finalement Microsoft travaille avec la société Qualys pour utiliser leur scanner. Et là, on peut voir que dans ce que j'avais fait, c'est que j'ai une registrie qui s'appelle ACR Maxime. Et puis, dans cette registrie-là, j'ai poussé une image. Et mon image, comme vous pouvez voir, elle n'est pas du tout à jour parce que j'ai des vulnérabilités vraiment critiques avec une sévérité high. Donc, si je clique dessus, vous avez un descriptif de la vulnérabilité. Vous avez, ce qui est important, le CVSS. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, on a un CVSS qui est assez élevé, qui s'appelle un CVSS 7.8. Vous avez le CVE, donc, qui est l'identifiant de sécurité de référence pour cette vulnérabilité-là. Et surtout, ici, dans les ressources affectées, j'aurai la liste de mes images qui sont vulnérables à cette vulnérabilité-là. Et donc là, dans ce cas-là, on peut voir que j'ai une image qui s'appelle web-VWA, donc dans la registrie ACR Maxime. Et donc cette image-là, elle contient en fait cette vulnérabilité. Et puis elle contient pas qu'une vulnérabilité, elle contient une grande série de vulnérabilités parce que vous avez GNU Bash Privilege Escalation, Vulnerability for Debian. Vous avez d'autres vulnérabilités avec une sévérité high qui sont présentes. Vous avez des vulnérabilités qui touchent autour d'OpenSSL, qui touchent l'environnement Perl, MariaDB. Enfin, bon, en gros, si vous avez ça sur des images de production, hein, donc des conteneurs, des images de conteneurs qui s'exécutent dans vos clusters de production, c'est vraiment, vraiment pas terrible du tout. Et donc, vous avez vraiment toutes ces vulnérabilités pour cette image qui sont visibles directement depuis la console Azure Security Center. Et donc, ça va vous permettre rapidement de pouvoir identifier quelles sont les images qui sont vulnérables, quelles sont les images qui ont besoin d'être mises à jour par vos équipes de développeurs. Donc, juste pour résumer, dans Azure Security Center, on a un module Azure Defender. Dans ce module Azure Defender, on peut avoir, donc on a un moteur d'alerte de sécurité qui analyse les logs du cluster Kubernetes, qui analyse les comportements, parce qu'il y a aussi des alertes de sécurité qui sont des alertes comportementales. Donc, ce moteur de règles vous vous offre une série d'alertes de sécurité et va vous permettre de vous notifier quasiment en temps réel des alertes de sécurité que vous allez avoir dans vos clusters Kubernetes. Vous allez pouvoir utiliser également Azure Defender pour Azure Container Registry. Pourquoi? Pour scanner vos images de conteneurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et en fait, Azure Defender est également compatible et fonctionne pour Azure Key Vault. Vous allez pouvoir détecter les comportements malicieux dans Azure Key Vault ou que ce soit encore des comportements malicieux dans vos comptes de stockage. Je vous invite vraiment à regarder ce service-là en détail. C'est super passionnant. Et puis, il y a des nouvelles alertes de sécurité qui arrivent quasiment chaque semaine. Donc, les équipes sécurité de Microsoft sont vraiment très actives là-dessus sur ce produit-là. Voilà, donc désormais, si on retourne sur les slides, ma démo est terminée. Ok. Bien entendu, hein, si vous avez des questions sur tout ça, surtout n'hésitez pas à me contacter. Donc là, vous pouvez voir, je viens de vous faire la démo en live sur scanner les images de vos conteneurs avec Azure Security Center, plus spécifiquement avec Azure Security Defender. Donc, bien entendu, ce qui se passe, c'est que vous avez votre développeur qui va pousser une image dans votre registrie de conteneurs. De là, vous avez un webhook automatique qui arrive directement au sein de Azure Security Center. Donc,
sur la partie Azure Defender pour la registry, pour le Azure Container Registry. Ça va scanner votre image et ça va vous donner en fait l'état des vulnérabilités présentes dans votre image de conteneur. Donc ça, c'est super intéressant, c'est directement intégrable. Vous n'avez pas forcément à avoir besoin d'aller auprès d'un tiers parti pour faire ça. Je vous recommande vraiment d'explorer ces options-là. Donc ça, c'était un exemple. J'avais préparé un slide au cas où ma démo ne fonctionnait pas, mais ça fonctionne, donc pas de problème. Donc voilà, en détail. Et puis là, on va désormais, sur cette thématique-là, on va parler de ce qu'on appelle des Azure Policy pour AKS. J'ai tenté tout à l'heure de vous expliquer un petit peu cette partie-là. Avec mon exemple avec OPA et Gatekeeper, donc qui est finalement l'engine qui fonctionne derrière les Azure Policy pour AKS. L'idée, c'est que vu que la fonctionnalité de Pod Security Policy est dépréciée, pour protéger vos pods au sein de vos clusters, vous allez pouvoir donc appliquer ces policies directement au sein de votre cluster AKS. Quelque chose dont on ne pense pas forcément, c'est que par exemple, quand vous déployez un conteneur au sein de votre cluster AKS, c'est par exemple définir des limites. Par exemple, vous allez autoriser votre conteneur à utiliser que, je ne sais pas moi, 5% ou 10% de la mémoire totale de votre worker node, ou par exemple 10% du CPU total de votre worker node. Pourquoi c'est important d'avoir des limites? C'est que si vous avez une application où vous avez un memory leak, par exemple, si vous n'avez pas de limite en place, vous allez effondrer complètement votre nœud, en fait, et vous allez impacter tous les conteneurs s'exécutant sur ce worker node-là. Donc, ça, c'est vraiment important. Et pour appliquer et être sûr que les limites sont appliquées, vous allez pouvoir, par exemple, créer une policy, donc une Azure Policy pour AKS, qui va dire, moi, j'autorise un nouveau déploiement uniquement si les limites sont définies. Si les limites ne sont pas définies, je vais faire échouer le déploiement du conteneur dans le cluster. Voilà, donc ça, c'est quelque chose, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vraiment quelque chose de super important à regarder et à prendre en compte, surtout dans votre architecture de sécurité pour un cluster AKS. Donc, vous retrouvez ça directement depuis la console Azure Policy, comme vos Azure Policy que vous utilisez habituellement pour, par exemple, bloquer le déploiement de ressources dans des régions que vous n'autorisez pas. Vous allez retrouver directement ces policies dans la console. Et puis là, donc, vous avez quelques exemples pour, par exemple, forcer l'application de labels sur vos pods, ou encore être sûr que vous avez donc des limites qui sont définies. Je vous donnais cet exemple précédemment. Donc, dans ce cas-là, c'est ensure CPU and memory resource limit defined on the container in AKS. Ça, c'est aussi aussi une bonne pratique de sécurité adoptée. Vous allez pouvoir avoir une Azure Policy pour protéger vos clusters de l'exécution de conteneurs à privilège. Donc ça, c'est aussi encore quelque chose de vraiment intéressant à mettre en place. Et puis, donc, vous allez me dire, oui, mais Maxime, c'est bien beau, on déploie des ressources dans notre cluster AKS, ça marche plutôt bien. Puis maintenant, on a atteint un stade de maturité où on se dit, on voudrait exposer ces ressources pour qu'elles soient accessibles depuis l'extérieur. Et comment je fais ça? Donc, vous avez deux approches là-dessus. Une approche historique, c'était de déployer un pod qui faisait un pod avec Nginx, qui faisait un peu office de load balancer au sein du cluster AKS, mais bon, c'est pas forcément quelque chose que je recommande, surtout pour des scénarios de production. Moi, je vous recommande d'aller directement avec une solution telle que Application Gateway. Et donc, il y a un projet open source qui se nomme Application Gateway Ingress Controller, donc AGIC, qui va vous permettre d'intégrer Application Gateway, donc qui est, pour un rappel, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Application Gateway, c'est un load balancer de Layer 7, c'est-à-dire qui fonctionne sur la couche
applicatif. Et donc, il y a des fonctionnalités vraiment intéressantes telles qu'un Web Application Firewall, donc un pare-feu applicatif, des fonctionnalités vraiment de basculement. C'est vraiment une solution qui est vraiment complète. Et donc, l'intérêt de ce projet open source et de cette solution, donc AGIC, c'est que vous allez pouvoir utiliser Application Gateway comme ce qu'on appelle une ingress ressource directement au sein de votre cluster AKS. Donc concrètement, vous allez pouvoir intégrer Application Gateway directement avec vos pods et donc vous allez bénéficier de toutes les fonctionnalités de sécurité avancées d'Application Gateway. Il y a aussi une fonctionnalité de Threat Intelligence qui est appliquée au niveau d'Application Gateway. Vous avez une fonctionnalité de pare-feu applicatif. Donc, si vous avez des ressources, si vous avez des workloads, des applications à exposer à l'extérieur, utiliser Application Gateway, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande fortement, surtout que là, dans ce cas-là, on a une intégration native avec AKS. Donc ça, c'est super. Et l'autre point qui est top, c'est que, par exemple, si vous avez votre point de terminaison TLS et Application Gateway, vous allez, par exemple, vouloir stocker des certificats pour vos applications, donc des certificats TLS. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir aussi bénéficier d'une intégration avec Azure Key Vault. Comme ça, vous stockez votre certificat dans Azure Key Vault. Application Gateway vient chercher ce certificat, récupère ce certificat, et ces certificats-là qui est directement exposé pour vos applications. Et ce qui est encore plus intéressant dans ce cas-là, c'est qu'il y a des scénarios avancés où, par exemple, quand vous devez mettre à jour vos certificats, eh ben, vous allez mettre à jour le certificat dans Key Vault, Application Gateway va aller le chercher tout seul, récupérer le nouveau certificat, et ça va être complètement transparent pour vos utilisateurs et pour vous. Donc ça, c'est un super projet. Je vous invite vraiment à regarder leur GitHub. En plus, ils ont une belle progression. Ils font beaucoup de contributions. Donc c'est un projet open source, mais qui est quand même drivé par Microsoft. Donc vraiment quelque chose de sympa. Donc je pense que là, on a à peu près fait le tour. J'ai quand même pas mal parlé. S'il y a des points qui sont toujours abstraits pour vous, vous souhaitez en savoir plus, bien surtout, n'hésitez pas à me contacter. Et puis là, comme on est dans une période un peu de pandémie, Covid, je sais que pas mal d'entre vous, vous travaillez depuis la maison, puis vous souhaitez des fois trouver du contenu de formation. Moi, ce que je vous invite à regarder, c'est la certification AZ500, qui est une certification de sécurité pour la plateforme Azure, donc Azure Security Engineer. C'est une certification qui est vraiment complète. Il y a pas mal de... comment vous dire ça, le contenu, si vous suivez vraiment un cours lié à cette certification-là, et puis après vous passez la certification, ça vous donne une bonne compréhension et une bonne vision de l'écosystème de sécurité proposé par la plateforme Azure. Enfin, si vous voulez suivre du cours francophone, si vous êtes francophone et vous voulez des cours sur Azure en français, j'ai tourné plusieurs cours qui sont hébergés sur la plateforme LinkedIn Learning. Donc, si vous avez un compte LinkedIn Premium, c'est gratuit. Vous pouvez accéder à l'ensemble de mes cours. Donc, il y a des cours sur la sécurité, il y a des cours plus sur la partie infrastructure. Donc, j'ai réalisé 5 cours à peu près sur cette plateforme-là. Je vous invite vraiment à regarder. Si vous avez du feedback, des questions, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, comme ce soir, on est là avec le Toronto Microsoft Reactor. Je vais vous partager quelque chose que j'ai découvert vraiment sympa. Si vous habitez dans la ville de Toronto et vous avez une carte de bibliothèque, vous avez accès gratuitement à la plateforme LinkedIn Learning pour vous former. Et donc, vous pouvez avoir accès gratuitement à ce cours-là sans payer. Et donc, vous pouvez regarder l'ensemble de mes cours sans payer un abonnement à LinkedIn Premium. Donc ça, c'est quelque chose qui est offert par la ville de Toronto. Je trouve que c'est une super initiative. C'est pour ça que j'essaye d'en parler à tout le monde. Voilà. Puis sur ce, merci beaucoup. Vraiment, merci. Si vous avez la moindre question, quelque chose qui vous semblait flou ce soir, vous souhaitez qu'on en discute, vous avez des projets de faire du AKS dans vos compagnies,
Surtout, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera vraiment plaisir de prendre le temps de discuter avec vous. Et puis en plus, si on discute ensemble en français, ce sera encore plus génial. Mais si vous avez des collègues anglophones, on peut faire ça également en anglais surtout. Merci beaucoup. Et puis, je tenais tout particulièrement à remercier Eman pour m'avoir offert l'opportunité de pouvoir vous faire cette présentation ce soir en français. Et puis, c'est surtout une première pour le Microsoft Toronto Reactor d'avoir du contenu francophone. Puis je pense que c'est super important de continuer à soutenir la communauté francophone canadienne et même nord-américaine. Donc, si vous avez, je pense que si vous avez des sujets que vous souhaitez voir en présentation, je sais qu'Eman souhaite avoir du feedback. Comme vous pouvez voir à l'écran, on a fait un petit survey parce que c'est super important d'avoir vos retours. S'il vous plaît, si vous pouvez prendre le temps de compléter cette enquête, ce serait vraiment génial de donner du feedback à Eman sur les choses que vous avez aimées, les choses que vous avez moins aimées. Est-ce que vous voulez avoir plus de présentations en français? On est vraiment preneur de tout ce feedback. Et puis, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.